Bonsoir à tous. Il est 19 h, bienvenue dans cette nouvelle séance du Conseil municipal de Saint-Paul-et-Dax. On attend que les derniers élus prennent place. Il y a de l'animation ce soir. Nous avons quelques absents dans cette séance qui ont donné procuration. Madame Annette Sahuker à Christine Beiris, Monsieur Jean-Yves Trévian à Jean Lavielle, Madame Hélène Deiris à Marine Bru, Madame Catherine Beaulieu à Nicolas Pécastin, Madame Dominique Morat à Jacques Maillefer, et enfin Monsieur Bruno Dubroca à Dominique Romain. Et pardon, j'oubliais Madame Christine Giraudet qui donne procuration également à Francette Cando. Et Julie Jed est absente ? Ok. Alors, il nous faut désigner un secrétaire de séance qui sera ce soir, Monsieur Jacques Maillefer. Merci. Je commence avec l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du 26 janvier dernier. Est-ce qu'il y a des observations ? Non, je mets donc le PV aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Des abstentions ? 5 abstentions. Et nous commençons avec la première délibération, qui est une délibération d'actualité, puisque vous le savez, le 6 février dernier, un terrible tremblement de terre, un séisme meurtrier, a frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, laissant dans la peine et la douleur des milliers de familles endeuillées par la perte ou la disparition brutale de leurs proches. Alors, au-delà du bilan humain, qui est difficile à chiffrer aujourd'hui, puisque dans les délibérations, il était marqué 37 000 morts et disparus, mais on voit que de jour en jour, ce bilan augmente. Il semblerait qu'on soit au-delà des 40 000 aujourd'hui. Il y a également un bilan matériel qui est lui aussi catastrophique. Une situation extrêmement complexe qui vient s'ajouter à une crise géopolitique traversée par ces régions du globe. C'est pourquoi, face à cette urgence, nous faisons le choix de la solidarité en proposant ce soir notre modeste contribution financière à l'image d'autres collectivités pour venir en soutien de ces personnes en détresse. Nous saluons également toutes les actions citoyennes et associatives de notre territoire qui ne cessent de se mettre en place à cet effet. À ce titre, nous proposons donc à notre Assemblée ce soir de participer au FACECO, qui est le Fonds d'action extérieure des collectivités locales, qui a été créé en 2013 et géré par le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, afin de fédérer les initiatives de solidarité vis-à-vis des peuples turcs et syriens. Le FACECO est aussi une garantie de traçabilité et de bon usage des fonds versés. C'est pourquoi il est proposé à notre conseil ce soir de débloquer en urgence une enveloppe de 1 000 € à travers une contribution au FACECO et ainsi contribuer à une aide d'urgence aux victimes de cette crise humanitaire. Il est donc proposé d'autoriser le versement de cette participation, d'attribuer la participation de 1 000 € au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères au titre du FACECO et enfin d'autoriser le maire à signer tout acte y afférent. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Le point numéro 2 concerne la communication du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la communauté d'agglo du Grand Dax dans le cadre de l'enquête portant sur la gestion quantitative de l'eau dans un contexte de changement climatique pour les exercices 2020 et suivants. Alors, en date du 10 février 2023, le président de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine a adressé le rapport qui comporte les différentes observations sur le sujet que je viens de décrire. Ce rapport a été adressé aux maires de la communauté, de toutes les communes, membres de la communauté d'agglomération du Grand Dax. Et donc, en application des dispositions du Code des juridictions financières, ce rapport doit être porté à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'Assemblée délibérante, à savoir ce soir. Il vous a donc été communiqué en annexe de la délibération et je vous propose ce soir de prendre acte de la présentation de ce rapport d'activité et des observations définitives.
Est-ce qu'il y a des observations? Non. Je vous propose donc de prendre acte. Pas d'objection par rapport à ça. Très bien. Et nous passons au point numéro 3 en parlant d'acte. Il s'agit de l'acte 2 du budget participatif. Et c'est Jean Lavielle qui vous le présente. Bonsoir à tous. C'est donc la délib de 2023-023, acte 2, budget participatif citoyen, adoption du règlement. Alors, fort de son succès en 2022, les élus souhaitent reconduire pour la deuxième année consécutive un budget participatif afin de favoriser l'initiative citoyenne. Ce sont à nouveau 50 000 € qui seront mis à disposition des Saint-Paulois afin de financer plusieurs projets d'investissement au nom de la commune. Pour cette année, il y a une nouveauté principale, c'est la possibilité pour les mineurs de plus de 16 ans de déposer un projet, mais aussi de faire acte de candidature pour intégrer le jury citoyen qui se réunira afin d'élire les projets lauréats. C'est une volonté de la municipalité de voir impliquer concrètement et encore plus largement ses administrés dans la prise de décision et de réalisation des projets. Alors le règlement 6 juin que vous avez tous reçu, il détaille la mise en œuvre de l'acte 2 du budget participatif citoyen de Saint-Paul-et-Dax selon quelques étapes qui sont les suivantes. D'abord l'élaboration et dépôt des projets, analyse des projets et intégration au catalogue par la commission budget participatif. Ensuite, il y aura le vote du budget citoyen, la communication sur les projets lauréats et la réalisation des projets. En fait, c'est exactement ce qui s'est fait déjà pour le budget numéro 1 de la ville de Saint-Paul. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de l'acte 2 du budget participatif citoyen. Donc, vous avez tous reçu le document, si vous avez des questions à poser. Et peut-être préciser que le temps de participation s'échelonnera cette année du 1er mars au 30 avril et que nos concitoyens peuvent également déposer leur candidature pour être membres du jury citoyen. Dominique Romain. Oui, bonsoir à tous. Je voudrais simplement faire une petite remarque qui est sujet peut-être à une interrogation et revenir principalement sur deux articles, l'article 7.1 de mémoire et l'article 10.1, article qui précise les modalités de présélection des dossiers par une commission de premier niveau. Il est indiqué que cette commission de premier niveau est exclusivement composée d'élus de la majorité, en plus des techniciens de la ville, des agents de la ville. Alors, la question, c'est que j'étais un peu surpris, j'en ai fait état lors de la commission des finances, qu'il n'y ait pas de participants de l'opposition, d'élus d'opposition. Certes, il s'agit d'une commission de premier niveau. Enfin, vous qui prônez l'ouverture, le consensus, la citoyenneté, que sais-je, je pense qu'il aurait été bon d'y associer un représentant de chaque groupe d'opposition, bien que, bien entendu, dans le jury final, il apparaît qu'un élu de chaque opposition sera membre de ce jury. Mais en amont, bon, ne serait-ce que pour information, nous aurions bien souhaité de participer également à ce premier niveau. Lors de la commission des finances, j'avais posé la question, il avait été indiqué que c'était très technique. Alors, ce à quoi j'avais répondu que les élus de la majorité sont visiblement plus techniciens que les élus de l'opposition. Donc ça ne m'a pas trop satisfait. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas matière de nous associer à cette commission de budget participatif ? Oui, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Mais bon, je peux quand même moi aussi répéter ce que j'ai dit dans la commission finances. En fait, cette première réunion, c'est un comité qui est technique. C'est tout simplement pour regarder si les projets qui nous sont proposés sont des projets qui rentrent dans le cadre du règlement, tout simplement. C'est ce que nous avons fait déjà lors du premier budget participatif, où on s'est aperçu qu'un grand nombre de projets n'étaient pas des projets d'investissement, mais de fonctionnement.
Et donc, ils ont été éliminés d'entrée puisqu'ils ne remplissaient pas le cadre, quoi. Voilà. C'est pour ça que c'est plutôt une phase qui est très technique, mais qui sera suivie, comme vous l'avez très bien expliqué, en fin d'élaboration des projets. Vous participerez dans le choix réel des sujets qui seront des projets réalisables. Donc, voilà, on n'a pas jugé bon, mais bon. C'est un peu dommage, mais si j'ose poursuivre quelque peu, est-ce que vous pourriez, parce que tu n'en as pas parlé, nous dire ce qu'il en est du budget participatif 2022, où en sont les projets qui ont été définis, faire un petit bilan de la première année, quoi. Enfin, un premier pré-bilan, disons, de la première année sur ce budget de l'année dernière. Alors, sur le budget 2022, où en sommes-nous en quelque sorte? C'est ça que vous voulez savoir. Alors, ce budget participatif est en cours, bien sûr. Alors, vous le savez, il y a eu quelques petits soucis sur certains projets pour approvisionner, je dirais, les matériaux. D'autres, on a eu quelques soucis aussi parce que les matériaux justement qui servaient à réaliser ces projets, je pense par exemple au totem pour réparer les vélos, eh bien il se trouve que c'est de l'aluminium difficile à trouver, les prix ont terriblement augmenté. Il se trouve d'ailleurs qu'au lieu d'en faire 4 sur les premiers devis qui avaient été réalisés et vérifiés, eh bien on ne pourra finalement en faire que 2 tellement le prix de l'aluminium va augmenter, par exemple. Après, voilà, je peux vous les passer tous un par un, hein. Les bancs, ils sont commandés, ça y est. Alors, sur le budget participatif, il n'y en a que 2, mais en réalité, on en avait déjà 6 autres qui étaient déjà en commande, donc on en a reçu 8. Donc 2 pour le budget participatif, et puis les 6 autres qui seront répartis sur la commune suivant les besoins. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a aussi des projets qui vont être réalisés, mais il faut que ça se fasse en été, tout ce qui est marquage au sol par exemple. Alors par exemple, il y a le passage pour piétons qui va y avoir rue Victor Hugo. Donc ça sera fait cet été, la peinture est là, le personnel est là, donc on le fera quand la météo le permettra. De même, les parkings avec les panneaux tu prends ma place, prends mon handicap. C'est pareil, il y a de la réalisation à faire au sol. Les panneaux sont commandés, mais ils ne sont pas encore livrés. Qu'est-ce qu'il y a encore tout ce qui est, je vais regarder mes documents. Alors, le parcours pédagogique. Alors là, bon, la rencontre a été faite avec les jardins de Nonner, pour prendre exemple sur ce qui a déjà été réalisé à Mont-de-Marsan. C'est en discussion encore avec l'association. On a reçu les devis. Et là, c'est pareil. On attend une période de météo pour la réalisation. Voilà. Voilà, en gros, j'ai presque tout dit, hein. Qu'est-ce qui reste encore ? Oui, effectivement, sur l'ensemble des sujets, donc ça avance, c'est fait, les bons de commande ont été signés, même des éléments qui ont été présentés, les plans ont été validés. Un seul exemple, j'en en parlais, mais concernant les bornes de réparation, le tracé de la Scandibérique a été modifié, donc il a fallu modifier l'emplacement, mais ça y est. Enfin, c'est sur les rails, c'est toujours, comment dire, l'inertie administrative, financière et autres pour finaliser ces sujets. Comme on est dans la concertation, en plus on échange avec certains pour s'assurer que la réalisation sera bien conforme à leur demande. Il y a juste un sujet en particulier qui est l'aire de jeu inclusive, où ils ont candidaté en fait à d'autres financements, et là ça va prendre plus de temps en fait pour la réalisation, puisqu'il faut qu'ils arrivent à boucler l'intégralité de leur dossier et de leur financement pour pouvoir mettre en œuvre leur réalisation. Voilà. Alors un effort est prévu aussi pour le budget participatif numéro 2. Il faut dire qu'il faut aussi profiter de l'expérience du premier et rectifier ce qui est à rectifier. Vous savez, au département, ils ont aussi un budget participatif et le règlement évolue d'année en année. On profite de l'expérience précédente pour essayer d'éviter des erreurs ou d'essayer d'élargir un petit peu les possibilités. Voilà, on en est là encore pour celui-là.
Un mot sur les bons, parce que je sais qu'il y a de la demande. Donc les plans ont été validés, ils vont être installés, tout ceci est en cours de réalisation. Et on a un peu plus de bons que prévu, donc je crois qu'on va faire la joie d'un conseil de quartier. J'en dis pas plus, ils en parleront directement au conseil de quartier. Un mot sur la commission que vous évoquiez. Si la transparence citoyenne tient à ça, bon, vous savez, parce que je lis des choses des fois, ça et là. Enfin, je crois qu'on n'a jamais eu autant de transparence dans nos processus ici à la mairie. Alors, si vous y tenez, je demande au directeur général des services d'envoyer une invitation aux représentants qui seront choisis dans chaque groupe pour participer à la réunion technique, comme le disait Jean Lavielle, à savoir s'assurer de la conformité de chaque proposition vis-à-vis du règlement. Mais s'il n'y a que ça, monsieur le directeur général, on enverra une invitation à chaque représentant qui sera choisi par chacun des groupes. Si je pourrais rajouter une dernière chose, c'est chaque fois qu'un projet est réalisé dans n'importe quelle structure, il y a toujours un comité technique suivi d'un comité de pilotage. Vous serez dans le comité de pilotage, c'est bien plus valorisant que d'être dans le comité technique. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Non. Donc nous mettons le règlement en voie qui est pour, qui est contre. Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Merci à tous. Et donc c'est parti, 1er mars, 30 avril, pour le dépôt des projets. Nous continuons, point numéro 4, avec une délibération traditionnelle qui est le bilan des travaux réalisés par la commission consultative des services publics locaux pour l'année 2022. Donc conformément au Code général des collectivités territoriales, il revient au maire de faire un état des travaux réalisée par cette commission au cours de l'année précédente. Alors nous, elle s'est réunie le 5 juillet 2022 concernant le rapport du délégataire de service public qui est le casino, concernant l'activité de 2021. Je vous rappelle que les exercices sont clos en fin octobre, en fait, pour le casino. C'est pour ça qu'on a ce petit décalage également et que cette commission a émis un avis favorable. Et je vous propose ce soir de prendre acte de cette information. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques? Pas d'objection. Nous prenons donc acte du bilan des travaux réalisés par la commission consultative des services publics locaux en 2022. Merci. Et enfin, pour les affaires générales, l'adhésion de la commune à l'AFIPAD. C'est un élément nouveau que va vous expliquer Christine Beyris. Bonjour à tous. Donc, il s'agit de la délibération numéro 5. L'adhésion de la commune à l'AFIPAD, c'est une association des fichiers partagés de la demande de logement social en Nouvelle-Aquitaine. Les bailleurs sociaux intervenant sur le Grand Dax et plus largement sur le département des Landes, XL Habitat, Claircienne, Domo France par exemple, ont décidé de se doter d'un outil commun pour gérer les attributions de logements sociaux. Il en est de même pour la commune de Dax et la communauté d'agglomération du Grand Dax. À son tour, en se dotant de cet outil commun, le guichet enregistreur de la ville de Saint-Paul-et-Dax pourrait disposer d'informations fiables en temps réel et assurer un suivi des demandes en cours, ce que ne permet pas de réaliser actuellement le SNE, le Service national d'enregistrement des dossiers. Pour cela, il est nécessaire d'adhérer à l'AFIPAD, l'association de fichiers partagés de la demande de logement en Nouvelle-Aquitaine, créée en 2010, qui fédère les bailleurs sociaux et les collectivités qui proposent ce logiciel métier, ainsi que des formations adaptées. Cette adhésion de la commune à l'AFIPAD en tant que membre de droit implique le règlement d'une cotisation annuelle dont le montant est fixé chaque année en Assemblée générale. Cette cotisation s'élèvera à 1 800 € pour le 2023. Un représentant titulaire de la commune ou son suppléant siégera à l'Assemblée générale de cette association. La désignation des membres est faite par vote à bulletin secret, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas y procéder, conformément à l'article L.2121-21 du CGCT. Il est proposé au conseil municipal de valider l'adhésion de la commune à l'AFIPAD pour un montant annuel de cotisation de 1 800 € pour 2023, de procéder à la désignation d'un représentant titulaire et un suppléant pour siéger au sein de cette association, d'autoriser Monsieur le maire à accomplir toutes les démarches en ce sens et à signer toutes les pièces relatives à cette adhésion. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon. Pas de questions sur le fond de la délibération.
Je vous propose les candidatures de Christine Beyris comme titulaire et de Jacques Maillefer comme suppléant. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Est-ce qu'il y a des objections pour procéder à main levée? Non plus. Je vous propose donc de mettre aux voix et la délibération et les candidatures. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Merci. Nous en avons fini avec le chapitre des affaires générales et nous passons aux affaires financières. Et nous allons commencer avec les dépenses d'investissement de moins de 500 €. Monsieur Emmanuel Vigne. Oui, monsieur le maire, bonsoir. Alors, les dépenses d'investissement lors de travaux, d'acquisition, sont destinées à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité. Et ces dépenses d'investissement ouvrent droit à des remboursements par l'État d'une partie de la TVA. Un arrêté du 26 octobre 2001 définissait une liste de biens meubles de faible valeur, de moins de 500 € TTC, à affecter directement en investissement. En dehors de cette liste, le bien est affecté en section de fonctionnement et n'ouvre pas droit au remboursement d'une fraction de TVA. Cependant, un article, l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1998, donne à l'Assemblée délibérante la compétence pour décider qu'un bien meuble peut être imputé en section d'investissement, même si son montant est inférieur à 500 € TTC. Il n'est donc ainsi proposé de compléter la nomenclature pour les biens d'une valeur unitaire inférieure à 500 € TTC si la durée de vie de ces biens est supérieure à une année et que de ce fait, ils peuvent être considérés comme des investissements. Donc, les biens que je vais lister sont des biens qui sont proposés pour 2023 en supplément de ceux qui étaient déjà inscrits. Nous aurons par exemple du matériel audio, des appareils de sonorisation, des dispositifs d'alerte de travailleurs isolés, des équipements incendie et de secours, comme des cadenas, des batteries caméras de taser, des gilets pare-balles ou des housses de protection de gilets, des équipements pour la puériculture, comme des chaises enfants avec butée ou des chaises hautes, des tables de jeu extérieures. Pour la voirie, nous aurons par exemple des hydrants ou des panneaux de signalisation. Enfin, dans les services techniques, des échelles ou des escabeaux, des matériels techniques à batterie de type perforateur, visseuse, perceuse, disqueuse, chargeur avec accu pour outillage électrique de premier équipement, ainsi que des caisses de stockage. Il nous est donc demandé au conseil municipal de valider cette inscription en dépenses d'investissement des biens d'une valeur unitaire inférieure à 500 € TTC si la durée de vie donc de ces biens est supérieure à une année. Donc vous l'avez compris, c'est sur une liste extrêmement précise d'objets pour lesquels on pourra récupérer la TVA. Est-ce qu'il y a des observations? Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Monsieur le maire, j'ai oublié une chose importante, pardon. Le montant qui est déjà envisagé pour l'année 2023 est de l'ordre de 17 700 € pour l'année. Voilà. Merci pour cette précision. Et donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Le point numéro 7, qui est d'actualité, puisque vous le savez, d'ici quelques jours, aura lieu le 22e Festival des artistes de cirque, ici à Saint-Paul-et-Dax. Et donc, nous allons apporter un soutien financier à l'association. Sébastien Ducasse. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous. Donc, comme l'a dit Monsieur le maire, l'association Cirque et Festival organise la 22e édition du Festival international des artistes de cirque, donc du 9 au 12 mars 2023. Une date avancée par rapport à l'année dernière, puisque ça avait lieu du 15 au 18 avril 2022. Cet événement donc, est un événement important pour la commune, c'est vraiment une vitrine sur un événement culturel pour la ville de Saint-Paul-et-Dax, mais aussi au niveau mondial, puisqu'il fait quand même partie des 12 plus grands festivals de cirque au monde, donc il faut quand même le spécifier. La ville a proposé donc, à la société César Palace de co-organiser cette manifestation, au titre de l'article 20 de la Convention de délégation de services publics conclue le 28 mai 2015 entre les deux parties. Cet article stipule que la société César Palace s'engage à participer directement ou indirectement à l'organisation de manifestations artistiques destinées à développer l'image et la vie culturelle de la ville. Cet article précise par ailleurs que si la société César Palace fait appel à un organisme tiers, alors une convention doit être préalablement signée entre la société César Palace, la commune et cet organisme. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention tripartite entre la ville de Saint-Paul-et-Dax, la société César Palace et l'association Cirque et Festival.
Par ailleurs, donc vous le savez aussi, la ville est un partenaire historique de cet événement important et de ce fait, elle propose en tout cas de maintenir la subvention de 30 000 € à l'association Cirque et Festival sur le même montant que l'année dernière. Et le montant de la subvention dépassant donc 23 000 €, il appartient donc à Monsieur le maire de conclure une convention annuelle d'objectifs. Donc vous avez en annexe de cette délibération les deux conventions, la convention tripartite et la convention annuelle d'objectifs, ce sont des choses habituelles. Et donc il est donc proposé d'attribuer une subvention d'un montant de 30 000 € à l'association Cirque et Festival. Ce sont des crédits qui sont inscrits au budget communal et d'autoriser Monsieur le maire à signer pour l'année 2023 une convention annuelle d'objectifs avec l'association Cirque et Festival ainsi qu'une convention tripartite entre la société César Palace, l'association Cirque et Festival et la ville de Saint-Paul-et-Dax pour l'organisation de l'événement cette année. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je rappelle que l'association Cirque et Festival est toujours en recherche de bénévoles. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous impliquer dans cette très belle aventure, de les contacter pour y prendre part. Et l'association qui a eu la délicatesse d'offrir 2 places à chacun des conseillers municipaux présents, enfin tous les conseillers que vous retrouverez sur table, nous les en remercions vivement. Donc rendez-vous du 9 au 12 mars sous le chapiteau à la Pince. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Merci pour le festival. Nous continuons avec les affaires foncières. Et tout d'abord, la conclusion d'un accord avec l'EPFL pour la mise en location de logements avenue Maréchal Foch. C'est monsieur André Humeau. Merci. Bonsoir. Par délibération du 24 novembre 2022, le conseil municipal a délégué l'EPFL l'acquisition de la propriété implantée sur la parcelle AC 1019 appartenant à monsieur Jean-Marie Polge pour un montant de 325 000 €. Cette acquisition est inscrite dans le plan d'action foncière de l'EPFL qui a été approuvé par délibération de leur conseil d'administration du 7 décembre 2022. Sur les 5 logements existants, 3 sont encore occupés, dont 2 loués sous des conditions suivantes. L'appartement situé au 441 avenue du Maréchal Foch, loué 450 € plus 20 € de charge, arrive à échéance au 14 mars 2024. L'appartement situé au 435 avenue du Maréchal Foch est loué 380 € plus 20 € de charge, arrive à échéance au 1er février 2024. Le troisième est mis à disposition à titre gracieux à la fille du propriétaire qui s'engage à libérer les lieux dans les 6 mois après la signature de l'acte d'achat et le paiement du bien. L'occupation continuera de se faire à titre gratuit, la négociation du prix en tenant compte. Il est rappelé que le but de M. Polge est d'utiliser le fruit de cette vente pour acheter une maison à sa fille. La commune autorise l'EPFL à signer l'acte notarié sous les conditions qu'elle déclare connaître parfaitement. La commune demande à l'EPFL la mise à disposition gratuite de ces lieux pour en assurer la gestion rétroactivement au jour de la signature de l'acte étant précisé ici que les congés signifiés aux locataires devront être signés par l'EPFL en sa qualité de propriétaire de locaux. Y a-t-il des questions ? Catherine Rabat. Alors, une remarque et une question en même temps. Donc, en date du conseil municipal de juillet 2023, lors de la délibération pour l'acquisition donc, de ces logements, nous avions voté contre cette délibération. Et donc, en conséquence, pour être en accord donc, avec nos votes, on votera aussi contre cette délibération. Ça, c'était la première remarque. Et la deuxième remarque, qui est une question, on sait qu'en général, quand on signe donc, des accords ou des conventions avec le PFL, c'est que généralement, derrière, il y a donc un projet défini. Et encore une fois, toujours pour faire référence à la notion de transparence,
à notre connaissance, nous n'avons pas vu ou n'avons pas eu connaissance d'un projet défini donc, par rapport donc, à ce projet qui certainement est en lien avec Tourmaline. Voilà. Oui, bon, pour la première question, c'est votre choix. Pour la seconde, ça a été présenté en commission travaux, urbanisme travaux. On a eu cette opportunité d'achat et on était à l'époque à la réflexion sur la démolition et la reconstruction de Tourmaline. Et dans l'idée, c'était que ce bâtiment et surtout le terrain qui était à proximité de Tourmaline était très intéressant dans l'aménagement général de la future structure qu'on met en place. J'entends bien ce que vous dites, effectivement, c'est bien ce qui avait été dit comme réflexion, mais ça ne nous donne pas les lignes d'un projet défini. On est toujours au stade de réflexion parce que, effectivement, vous, de votre point de vue, vous dites que effectivement, ça peut être intéressant ces habitations à côté ou ces terrains à côté, mais ceci dit, sur le projet général de Tourmaline, sur lequel Monsieur le maire s'est exprimé à l'époque, donc à l'Assemblée générale suite au Forum des associations, on n'a toujours pas connaissance d'un projet défini. Or, s'il y a des conclusions d'accord avec le PFL, en général, le PFL, il demande quel est le projet défini. Donc, alors, notre question, elle est claire, c'est effectivement, est-ce qu'il y a vraiment un projet défini? Si oui, est-ce qu'à un moment donné, on en aura connaissance et si oui, quand? Le PFL peut intervenir aussi dans le cadre d'une constitution de réserve foncière stratégique, et c'est tout à fait le cas. C'est ce qu'on avait dit lors de nos échanges au mois de juillet. On est sur un terrain stratégique en centre-ville pour la ville de Saint-Paul-et-Dax. C'est pour ça qu'elle en a fait l'acquisition. Que vous ne souhaitiez pas voter pour, ça s'entend du point de vue de la cohérence que vous exprimez. En revanche, c'est dommage parce que c'est quand même de l'entrée d'argent dans les caisses de la commune. On pourrait se dire, tiens, au vu des échanges que l'on a dans le cadre du débat d'orientation budgétaire et du budget, vous pourriez aussi dire, finalement, on sera lié à ça du point de vue de l'entrée de finances dans les caisses de la commune. Concernant le projet Tourmaline, parce que je crois que c'est l'objet de votre question en fait, par rapport à ça, pas tellement le terrain Polge ou le PFL, mais c'est ce qu'il en est de Tourmaline. Concernant Tourmaline, effectivement, une première projection avait été réalisée suite à de très nombreuses réunions de travail. Au vu de la crise que nous traversons, il est impératif que nous revoyions en fait l'ambition du projet à la baisse pour se focaliser sur l'essentiel qui est aujourd'hui le gymnase, qui est dans un état catastrophique, qui nous inquiète au plus haut point, à la fois pour les scolaires, à la fois pour les associations qui l'utilisent, les clubs sportifs. Il est difficilement possible en fait d'aller plus loin avec le gymnase. Donc nous avons réfléchi à un projet plus petit. Il faut aujourd'hui voir sa faisabilité. Surtout, c'est les finances en fait qu'il faut verrouiller et le tour de table financier. C'est pourquoi j'ai écrit au mois de décembre dernier, d'une part à Monsieur le Président du Conseil départemental, pour l'informer de la situation en fait, du gymnase et de cette idée de projet que nous allons avancer, creuser durant l'année 2023 pour, nous l'espérons, une mise en œuvre en 2024. L'autre point, j'ai écrit également à Madame la Préfète pour l'informer également de ces mêmes éléments. Donc la municipalité connaît la situation tragique de ce gymnase, le prend très au sérieux, fait tout son possible pour pouvoir maintenir son usage parce qu'il en a besoin. Si demain il ferme, ce sont tous les collégiens en fait qui peuvent plus s'en servir. Ce sont de nombreuses associations qui sont impactées. Nous avons très bien à l'esprit également l'état du tennis à côté, où il y a de fortes attentes. Et donc nous œuvrons désormais à faire en sorte que ce projet puisse devenir réaliste et réalisable dès 2024. On entend bien ce que vous nous dites effectivement, mais alors donc quand vous dites effectivement des rentrées pour la commune, dans l'ordre, on va commencer par des dépenses de l'ordre de 325 000 € pour acheter encore donc des maisons et des parcelles. Et paradoxalement, vous nous dites qu'il faut qu'effectivement on fasse attention aux finances, parce qu'effectivement il faut s'occuper réellement de la problématique du gymnase en premier lieu. Bon. Ceci dit, tout ça c'est très paradoxal, mais au final, on ne sait toujours pas finalement quel sera le contour de ce projet. Est-ce qu'il va se résumer finalement à rénover le gymnase ou à le réhabiliter? Ou est-ce que derrière, puisqu'on achète encore des parcelles, il y aura un projet d'une autre envergure?
On n'a toujours pas d'informations plus précises par rapport au contour du projet, quoi, en fait. On a l'impression ou le sentiment qu'on est toujours en réflexion depuis maintenant 2 ans, quoi. C'est ce que je vous ai dit, la voilure a été revue de par la crise que nous traversons, l'explosion des coûts des matériaux, des coûts tout court, en fait, l'inflation. Donc il n'est absolument pas raisonnable de rester sur un projet de grande envergure, mais se focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Donc c'est le gymnase. Il nous paraît difficile en l'état de le rénover, notamment pour des contraintes thermiques aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie passoire thermique. Il faut qu'on puisse avancer là-dessus. L'essentiel, c'est quoi? C'est le gymnase avec la pratique du handball, du basket, la gymnastique, certainement voir comment on peut intégrer également la pratique du cirque à l'intérieur, mais tout ceci reste affiné. Reste affiné pour élaborer le projet technique définitif et ensuite pouvoir avoir concrètement un plan de financement. Le plan de financement, nous avons aujourd'hui des ordres de grandeur. Il faut l'affiner et réunir un tour de table qui permet de financer aujourd'hui ce gymnase. Alors, vous nous dites effectivement, mais 320 000 euros, je crois que c'est, sur cette parcelle-là. Mais enfin, rien de nouveau. C'était dans notre programme municipal que de reconstituer des réserves foncières. Et on va le voir avec la délibération suivante. Il vous a été présenté un plan de référence. Vous avez bien vu qu'on ne finance pas qu'un seul projet dans cette mandature. On a pu voir ça dans d'autres temps peut-être, mais ici, ce n'est pas le cas. Donc il faut qu'on puisse financer les différents projets. Et donc, il faut trouver des équipes de financement entre ces différents projets. Voilà. Des financements des projets, mais on espère un jour en voir quelques réalisations, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ouais. Enfin, écoutez, si vous voulez qu'on fasse de la comparaison, enfin, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais la dernière fois, j'ai entendu d'une conseillère municipale, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, quand même, on a rénové un fourrage géothermique, on a mis 600 000 euros sur la table, on a rénové une école maternelle, la cantine, on a mis environ 2,1 millions, 2,2 millions d'euros sur la table financés par nos fonds propres. Tiens, on vient d'inaugurer un verger paysager. Et une fois encore, là, c'est la réflexion qui prévaut avant l'action. Il y a un rond-point qui va être reconstitué là sur l'année 2023, mais une fois encore, nous, on préfère réfléchir en amont et agir après, plutôt que d'agir et d'avoir à corriger parce qu'on n'a pas forcément bien pensé le projet en amont. Donc c'est la logique des choses. Le centre de loisirs, pareil. Donc effectivement, on va rentrer en phase opérative. Oui, mais si je me mets à égrener tout ce que l'on a fait, on va passer beaucoup de temps. Christian Berthoud. Ça marche, oui. Alors nous, contrairement, notre groupe, on avait voté le 24 novembre 2022 pour l'acquisition, mais l'acquisition, c'était justement dans l'objectif d'agrandir le terrain pour pouvoir faire quelque chose d'assez conséquent. Alors maintenant, ma question, c'est puisqu'on ne va pas se servir de ce terrain, mais que l'on a acquis quand même, est-ce que les locations sur 6 mois vont tenir et au bout de 6 mois après, on récupère le terrain, on récupère la maison? Alors j'avais bien vu au niveau de la commission de travaux que cette maison, elle était bourrée de termites, c'était une maison qui a été bâtie du temps de Napoléon, donc c'était une maison, pour ainsi dire, avec une faible valeur énergétique, environnementale, si on peut parler comme ça. Donc je me dis, est-ce qu'on démolit, on va faire des habitations après, style passer par peut-être les XL Habitat ou comme ça, ou alors est-ce qu'on rénove et on garde ces logements pour en faire autre chose? Je voudrais savoir quand même, avant de pouvoir voter, savoir un petit brin de ce qui pourrait se faire. Alors, je vais laisser à nouveau la parole à André Humeau, mais enfin, une fois encore, on est dans la constitution d'un univers stratégique qui verra se déployer des projets dans le temps. Nous sommes obligés de phaser, parce que le coût est trop important. Donc c'est une question de phasage. Parce qu'une fois encore, on a d'autres projets à financer en parallèle, mais on l'a dit, il y a des problématiques avec le tennis, il y a des problèmes avec la jeunesse qui a besoin de structures à ce niveau-là, il y a des besoins associatifs, donc bien évidemment, ces terrains-là auront vocation à être utilisés, mais peut-être pas dans les 2 années qui viennent, parce qu'il faut qu'on puisse financer d'autres projets, vu l'inflation des coûts et des matériaux. André Humeau ? Oui, juste pour répondre à une des questions, vu la situation stratégique de cette habitation et de ce terrain, et vu nos besoins
pour loger toutes les associations, enfin tout ce qu'on a. Ça ne sera probablement pas rasé pour faire une opération immobilière. Nous ne l'avons pas conçu comme ça dès le départ. Et ça ne le reste pas, me semble. Ce sont des terrains qui ont plutôt vocation à accueillir des équipements publics, après qu'il y ait une mixité pour pouvoir financer les projets, etc. C'est des pistes à creuser. Voilà, non, mais il faut essayer de lire entre les lignes. C'est difficile parce que vous ne dites pas. Moi, je suis parti là avec cette délib au bout de 6 mois. Là, on ouvre la location sur 6 mois. Mais après, au bout de 6 mois, vous savez bien qu'une maison qui n'est pas habitée, elle prend de suite mal. Et puis après, il suffit de voir le château de la Besse. Au bout d'un certain temps, après, ça devient catastrophique. Et pour soit la remonter, soit la rénover, ou soit la démolir ou en faire autre chose. Mais c'est de là, il ne faut pas laisser cet argent qui dort. Justement, l'argent maintenant, ces jours-ci, il devient de plus en plus difficile de le gagner. Donc, ça serait bien qu'on ait quand même une vision à court terme. Alors, je veux bien attendre 6 mois, mais dans 6 mois, ça serait intéressant que vous puissiez nous dire, mais voilà, on a envisagé telle ou telle possibilité pour cette maison. Mais on parle de la durée des baux, mais les baux peuvent être renouvelés. Enfin, c'est pas une fin en soi. Je ne sais pas ce qu'il y a à lire entre lignes. Alors, j'aime beaucoup l'exemple d'Abès. Parce que vous voyez, on y a travaillé avec le syndicat mixte pour M. Autéchard qui a repris la maison. Nous avons conclu un premier bail, puis nous avons renouvelé le bail jusqu'en fin d'année. Et vous avez ici des élus qui sont convaincus qu'il n'aurait jamais fallu laisser les locaux vides. La maison du jardinier, etc. C'est pour ça que ça a été dégradé, c'est pour ça que ça a été pillé, que ça a été incendié à certains endroits. C'est bien évident, il ne faut pas laisser les locaux vides. Sinon, ils se dégradent, squatter. Bien évidemment. Après, on pourrait vous dire, tiens, finalement, ben voilà, dans 1 an, 2 ans, on imagine ça, et puis on ne le fait pas. Enfin, on n'est pas dans cet état d'esprit. Donc on préfère vous dire qu'il faut affiner, qu'il faut réfléchir davantage, et surtout qu'on voit l'évolution de nos contraintes économiques et environnementales aujourd'hui. Oui, André Maud. Juste pour ce qui est des locataires, nous les avons reçus avec l'adjointe aux activités sociales en leur expliquant la situation, en leur disant aujourd'hui vous restez à la maison, on cherche avec vous, s'il faut vous loger, on vous aidera, comme on a aidé la personne qui était là, qui a quitté récemment. Et on leur a dit, mais si le projet n'est pas ficelé à la fin du bail, vous aurez la possibilité de continuer. Il semble qu'au niveau de la commission de travaux, on nous avait fait l'image de logements quasi insalubres. Il y en avait au moins 2 qui n'étaient pas ouverts, justement, parce qu'ils étaient en très mauvais état. Donc soit on continue à laisser habiter les 3 logements qui restent avec les risques que cela comporte, ou soit on refait quelque chose de propre. Mais on ne laisse pas ça en l'état. J'ai eu l'occasion de visiter ces locaux. Ils ne sont pas si insalubres que tu le dis. Hein, c'est clair. On me l'a donné en commission de travaux. Non, attention, on il faut pas on a les deux dit choses. on va acheter ce terrain-là, il faut à tout prix raser pour pouvoir rebâtir. Votre collègue me confirme qu'elle a entendu la même chose que moi. Donc à un moment donné, si c'est trop insalubre... Non, pardon. Attention, il y a la confusion entre soit deux faire termes. des travaux, soit démolir. Non, il y a une confusion entre 2 termes qui sont l'insalubrité ou d'autre part l'isolation. Ça n'est pas du tout pareil. Hein. La consommation énergétique d'un bâtiment et l'insalubrité ne sont absolument pas la même chose. Et les locaux ne sont pas insalubres. J'ajoute, c'est absolument pas ce qui a été dit en commission travaux. Il y a 2 appartements fermés à cause des termites. Oui, j'entends bien. Ce n'est absolument pas ce qui a été dit en... C'est pas l'insalubrité, c'est pas pareil. C'est pas du tout ce qui a été dit en commission de travaux, puisque dans la projection qui a été faite sur le premier sujet, c'était justement de rénover pour pouvoir accueillir notamment des services de la municipalité, voire des locaux mis à disposition de l'OMS et de certaines associations, et pouvoir, pourquoi pas, avoir une salle de convivialité. Donc ça n'a rien à voir avec une destruction du bâtiment. Hein. C'est pas du tout ce qui avait été avancé. Bah, si vous attendez 6 mois, attendez 6 mois. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Non. Je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? 5 contre. Qui s'abstient ? 3 abstentions. Très
Très bien, nous passons à la délibération suivante où nous allons encore parler de foncier et notamment d'acquisition de parcelles dans les Braus. Monsieur Jacques Maillefer. Oui, il s'agit d'acquisition de la propriété Fernon, sise au lieu-dit Les Braus. Mesdames Maryse et Régine Fernon ont donné leur accord pour céder à la commune des terrains en zone inondable lieu-dit Les Braus pour une contenance totale de 8 hectares, 7 arts et 79 centiares au prix de 12 000 €. Ces espaces classés en rouge dans le plan de prévention des risques inondations pourront servir éventuellement de compensation de zones humides détruites dans le cadre de projets d'aménagement. Il est rappelé que dans le même secteur, nous avions déjà acheté des parcelles à Madame Giraud ainsi qu'aux héritiers de Monsieur Alain Morat. En outre, la maîtrise foncière le long du ruisseau de Poustagnac permettrait d'aménager des liaisons douces depuis Christus jusqu'au confluent avec la Dour à l'Estrille. Il est proposé donc au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte d'achat relatif à cette vente. Voilà. J'apporte une précision là aussi. Ceux qui s'interrogent ce que l'on fait, et notamment avec l'argent public. Eh bien voilà 2 nouvelles cases cochées, j'ai envie de dire, par rapport à nos engagements. D'une part, la préservation, l'achat, la préservation d'espaces naturels. D'autre part, la création de tout cet espace autour du lac de Christus, vers le nord, vers Abbesse, et vers le sud, vers la Dour. C'est-à-dire qu'à travers les différentes acquisitions menées par la municipalité depuis 2 ans et demi, nous avons récupéré des terrains à Poustagnac, le marais de Poustagnac, le canal de Poustagnac, l'étang de la Courbe, le domaine d'Abbesse, ce qui nous permet d'avoir toute la partie au nord du lac de Christus. Il nous manque juste un petit tronçon entre la partie sud du domaine d'Abbesse et l'étang de la Courbe. Et puis en partant vers le sud désormais, où nous avons du domaine public avec les différents achats dans les Braus, autour du canal, autour du ruisseau de Poustagnac, et nous pouvons désormais aller jusqu'à la Dour. Voilà encore du très concret, et fait par les équipes et avec l'argent public, chacun peut voir où il va, mais une fois encore en conformité avec les engagements qui sont les nôtres depuis 2020. Est-ce qu'il y a des questions sur les Braus ? Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Le point suivant, point numéro 10, l'acquisition des espaces communs du lotissement Le Parc de la Chêneraie 2. Il y avait déjà eu le 1, c'est la seconde tranche. Frédéric Durand. Oui, bonsoir à toutes et à tous. L'immobilier sud-atlantique a aménagé le Parc de la Chêneraie 2 qui comprend 55 lots à usage d'habitation. Les autorisations de vente des lots par anticipation ont été délivrées le 18 décembre 2014 et le 12 août 2016. La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux DAACT a été déposée le 30 avril 2019. L'attestation de non-contestation de la DAACT a été livrée le 14 octobre 2022. Par courrier en date du 12 janvier 2023, l'association syndicale libre Le Parc de la Chêneraie 2 a proposé de céder à la commune, à l'euro symbolique, les espaces et équipements communs du dit lotissement. La commission de travaux, urbanisme, eau et énergie du 7 février 2023 a donné un avis favorable, sous réserve que les travaux sur l'éclairage public soient effectués. Il est proposé d'acquérir ces espaces communs, les parcelles cadastrées section BK 655, BK 685 et BK 703, d'une superficie totale de 1 hectare, 80 arts, 30 centiares à l'euro symbolique. Y a-t-il des questions concernant cette acquisition? Donc, il y a des habitants de la Chêneraie qui nous regardent ce soir. C'est vraiment ça la précision. La rétrocession ne se fera que lorsque le syndicat en fait, aura bien remplacé les lampadaires grillés. Voilà. Toute une rue aujourd'hui qui est grillée, donc c'est bien au syndicat libre de les remplacer et ensuite la rétrocession sera effective. Voilà. C'est voilà la réserve qui est apportée à cette acquisition, à ce projet d'acquisition. Des questions? Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Merci. Et enfin, la délégation de pouvoir, des observations. Nathalie Durchetti. Bonsoir. Juste, on voudrait 2 petites ou 3 petites précisions sur la délégation. Donc, le contrat de location avec Madame Bertelier, ça va dans quel sens? Si c'est la mairie qui loue ou si c'est Madame Bertelier qui loue à la mairie.
La deuxième petite précision, ce serait donc au sujet de la réalisation de l'audit d'exploitation pour la piscine. Si on pouvait avoir juste une précision pour le contrat qui va être signé avec la SARL, donc Noga. Et la troisième petite précision, donc c'est la nomination de Maître Emmans donc pour représenter les intérêts de la commune, un contentieux qui nous opposerait donc avec la SARL Land Piscine. Voilà, si on pouvait avoir juste des précisions sur ces 3 délégations. Je vous remercie. Très bien, on va essayer. Nous allons les prendre dans l'ordre. Concernant le contrat de location avec Madame Berthelier, c'est concernant... j'en parlais juste auparavant. Vous savez, on a acquis des terrains en proximité de la minoterie de Poustagnac. Il y a des bâtiments aujourd'hui qui étaient occupés par des habitants, comme l'expliquait André Humeau tout à l'heure. Il y avait également un logement vide et Madame Berthelier manifestait le souhait de pouvoir le louer, en fait, tout simplement. C'est nous qui louons à Madame Berthelier. Voilà, c'est pas l'inverse. Concernant la piscine, effectivement, nous avons diligenté une étude pour savoir en fait quelles peuvent être nos marges de progrès concernant la piscine, sur le fonctionnement, sur notamment aussi l'utilisation de l'énergie. Vous le savez, la piscine municipale, c'est 300 000 € de déficit tous les ans financés par la municipalité. Donc il convient de s'interroger sur quelles pourraient être nos pistes en fait, d'amélioration concernant la piscine municipale. Et puis enfin, le dernier point, qui concerne un contentieux effectivement avec la SARL Land Piscine. Vous savez, la SARL Land Piscine souhaite construire sur un terrain où nous avons eu ce que je qualifierais d'un drame écologique et patrimonial. Une parcelle où des platanes historiques ont été rasés. Je le redis, puisque nous avons fait une publication sur le sujet. On avait demandé son avis à la municipalité qui a dit qu'il est important de préserver en fait, ces platanes dans le cadre de l'aménagement de ce quartier, le PI ou la maison prunétique, dite des platanes d'ailleurs, qui va être réhabilitée à côté dans une maison dédiée au médical. Nous avons une démarche patrimoniale aujourd'hui pilotée par Kevin Lossu qui vise à classer des maisons, des jardins, des alignements et pour laquelle cette parcelle, une fiche patrimoniale, était en cours de rédaction et de dépôt auprès de la communauté d'agglomération. Alors on nous a posé la question, est-ce qu'on peut élaguer les platanes? Pas de problème, nos services se sont rendus sur place, ont vu avec l'intervenant pour pouvoir élaguer les platanes, chose qui a été faite, et quelques heures ou quelques jours après, nous avons eu la désagréable surprise de voir que les platanes avaient purement et simplement été rasées. Je le dis, c'est une honte. C'est une honte de vraiment se ficher de ce que pense une municipalité de son patrimoine. Et c'est vraiment une honte lorsqu'on est en urgence climatique, où on recherche des îlots de verdure à l'intérieur du centre-ville, et qu'on se bat pour replanter des arbres, pour capter davantage de CO2. C'est vraiment dramatique pour notre cité. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes au tribunal. C'est parce qu'en fait, la SARL Land Piscine attaque une décision de la municipalité concernant un refus de permis de construire pour des raisons techniques et patrimoniales entre autres. Mais ça, c'était en amont en fait, de l'abattage des platanes. Donc voilà quelle est la procédure en cours devant le tribunal. Catherine Rabat. Pour revenir au sujet sur la location à monsieur et madame Berthelier, donc la mairie, on a bien compris, donc la mairie loue le logement en vide qui appartenait à monsieur et madame Berthelier, enfin qui appartient à monsieur et madame Berthelier. Est-ce qu'on peut connaître la destination de la location? Non, il n'appartient pas à monsieur et madame Berthelier. Hein. Il restait un local vide. Il y a quand même eu un doute sur le sens de la phrase. Donc on s'est quand même beaucoup questionné. C'est pour ça qu'on voulait des précisions, parce que je pense qu'effectivement c'est placard. Ouais, voilà, qui est le propriétaire réellement? La municipalité est propriétaire depuis que nous avons racheté en fait du côté de Poustagnac et nous louons à madame Berthelier. D'accord. Voilà. Pardon, autant pour moi. Est-ce que c'est plus clair? Parfait. Très bien. D'autres observations? Nous en avons donc terminé avec l'ordre du jour. Merci à tous. La séance est levée.